l'enquête de la matinée. Avec cette question ce matin, comprenez-vous la poussée des écologistes avant les municipales pour l'instant sur les réseaux sociaux, en tout cas sur nos comptes, et pour ceux qui votent sur Facebook, vous êtes plus de 59% à dire que non, sur Twitter plus 68% à dire que non, c'est assez mitigé. Avec ce matin Bruno Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Grignan dans la Drôme, ancien ministre, auteur du livre Contre l'écologisme pour une croissance au service de l'environnement aux éditions de Fallois, et Géraud Guibert, bonjour. Bonjour. Président de la Fabrique écologique, tête de liste villianiste dans le 15e arrondissement de Paris, et vos appels au 0826 300 300 avec des messages comme Bernard Barrault qui nous dit s'ils veulent régler le problème climatique avec des taxes, qu'ils restent à la maison, ou Martine qui nous dit les écolos sont pour l'invasion migratoire, il n'y a pas pire que ces gens-là. Et il y a aussi Philippe qui nous dit depuis que l'écologie s'est politisée, ce n'est plus de l'écologie. Oui, l'urgence climatique est une justification à plus d'impôts. C'est ce qui ressort beaucoup Oui. dans les commentaires. Comment vous réagissez, Géraud Guibert ? Je crois d'abord qu'il y a une aspiration extrêmement forte, surtout évidemment dans les villes. Ouais. Il y a une aspiration extrêmement forte à une qualité de la vie meilleure, à davantage de végétalisation, à moins de bétonisation. Moi, je le vois à Paris, très concrètement, en parlant avec les habitants. Et que ça rejoint en effet un certain nombre de combats généraux et importants sur le climat et sur la biodiversité. C'est pourquoi l'ensemble des candidats, maintenant, pensent qu'il faut parler d'écologie. En réalité, il y a plusieurs formes d'écologie, et c'est là où, en effet, les électeurs doivent faire le tri. Ouais. Mais je pense que cette aspiration à l'écologie, aujourd'hui, rejoint l'aspiration à une amélioration de la vie quotidienne. Oui, ça, on va voir ça, évidemment, dans un second temps, parce que c'est particulièrement important. Bruno Durieux. Oui, Bruno Durieux, oui, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire davantage de taxes, oui. Mais ça, je pense que c'est évident. Oui. Les politiques écologistes de lutte contre le climat cherchent à réduire les émissions de CO2. Bon, pour réduire les émissions de CO2, vous pouvez ou bien contingenter, c'est-à-dire bloquer la croissance, bloquer certains secteurs de consommation, bloquer les transports. Mais l'autre moyen, c'est de procéder par la taxe carbone. Alors la taxe carbone, économiquement, a du sens. Mais le problème, c'est qu'avant de vouloir taxer le carbone, il faut être sûr que la cause du réchauffement climatique, c'est le carbone. Or, c'est là où je suis en désaccord, moi, souvent avec les écologistes qui prétendent que la seule cause du réchauffement climatique, c'est les émissions de CO2. Je pense qu'il y a une interrogation, même une sérieuse interrogation, parce qu'il y a au moins 3 autres théories qui sont des théories de l'évolution naturelle du climat, qui peuvent expliquer les changements climatiques. Et on l'a vu sur le passé, avec l'optimum médiéval, où il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui. On l'a vu avec le petit âge glaciaire, où il faisait beaucoup, beaucoup plus froid, puisque le vin gelait dans les barriques, dans les années 1700-1800. Donc il y a eu des périodes. Donc il y a des évolutions naturelles du climat. La question du CO2 se pose effectivement, mais personne ne peut, selon moi, établir que c'est la cause unique. Alors si c'est pas la cause unique, il faut être prudent et plutôt se prémunir des conséquences du réchauffement, parce que le réchauffement, lui, est une réalité. Il y a un réchauffement climatique. C'est réchauffement ou dérèglement, quoi. Non, moi je parle de réchauffement. Le dérèglement, écoutez, le climat a toujours changé. Non, le fond de l'affaire, surtout si on défend la théorie du CO2, cause du réchauffement climatique, le CO2, il n'est pas à cause du dérèglement, il est cause du réchauffement. C'est la théorie de l'effet de serre, si vous voulez. Donc dès qu'on quitte la notion de réchauffement, il faut abandonner celle de CO2. Alors que le réchauffement lui-même provoque des dérèglements, oui, sans doute. Mais à la base, c'est le réchauffement qui est le problème. Et moi, je soutiens que il y a l'activité solaire, il y a les paramètres orbitaux de la Terre qui changent, y compris l'orbite de la Terre autour du Soleil, puisque c'est une légère ellipse. Hein. Il y a d'autres facteurs qui sont liés au rayonnement cosmique et aux effets sur la formation nuageuse, qui elle-même est très importante. Oui. Et voilà, tout ça. Donc, je pense, ma thèse, en fait, c'est simplement de dire s'il y a un doute... c'est ce que vous défendez dans votre livre, contre l'écologisme, entre guillemets, parce que pour une croissance au service de l'environnement. Voilà. Vous dites que les écolos ne sont pas au service de l'environnement. Non, les écologistes sont décroissants, en fait. Ils sont soit parce qu'ils le veulent, ils le souhaitent, soit parce que c'est les conséquences de la politique qu'ils recommandent. Oui, Géraud Guibert. Non, je m'excuse, on ne va pas faire le débat d'il y a 20 ans. Tous les scientifiques aujourd'hui reconnaissent la cause humaine du changement climatique. L'ensemble des scientifiques, donc ne refaisons pas, excusez-moi, le débat d'il y a 20 ans. Ce débat est tranché.
il y a en effet une responsabilité humaine au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. Et les scientifiques ont tranché ce débat, qui a été d'ailleurs entretenu en grande partie artificiellement en France. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il y a toutes les activités humaines qui y contribuent. Absolument. Pollution, donc ce débat a été tranché. Je crois qu'il ne faut pas y revenir. C'est une réalité. À partir de là, quel est au niveau, par exemple, d'une municipalité, le problème, c'est pas tellement la taxe carbone, qui n'est pas un sujet municipal. Le problème, et c'est là où je pense qu'il y a des choses extrêmement importantes à faire, il y a toute une série de projets qui sont en effet favorables à la lutte contre le changement climatique, et les municipalités doivent orienter leurs projets concrets dans ce sens-là. Ouais. Allez, on va voir ça dans un instant. Petite pause. Une légère pause. Comprenez-vous la poussée des écologistes avant les municipales? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. On reviendra sur le côté alarmiste aussi des écologistes qui fait peur aux gens. Restez avec nous, il est 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on continue notre enquête ce matin. Comprenez-vous la poussée des écologistes dans les municipales avec Bruno Durieux qui est maire de Grignan dans la Drôme et Géraud Guibert qui est président de la Fabrique écologique, tête de liste villaniste dans le 15e arrondissement à Paris. Je le disais juste avant de notre petite pause, les gens se posent la question sur le côté alarmiste et donc Steve Monas qui dit il est impératif que la population soit terrorisée afin qu'elle soit docile aux taxes. C'est ainsi que naissent les écolos névrosés, nourris par un matraquage journalier, on va tous mourir. Oui, bon, qu'est-ce que vous répondez à ça, Géraud Guibert? On le voit bien dans les municipales, qu'il y a en effet plusieurs écologies. Il y a une écologie qui est strictement alarmiste pour imposer un certain nombre de choses. Et puis il y a d'autres formes d'écologie, et en particulier il y a des écologies concrètes, concertées avec les habitants, qui améliorent la vie quotidienne, et c'est vers ça qu'il faut avancer. C'est des projets concrets. Je vois bien, par exemple, sur tous les sujets de partage apaisé de la voirie, par exemple à Paris, où à partir du moment où il y a des solutions concrètes et qui facilitent la vie des gens, elles sont acceptées sans trop de difficultés. Encore faut-il accepter cette démarche de concertation tout à fait importante. Oui, mais alors il y en a beaucoup qui disent aussi l'écologie telle qu'elle est présentée, là souvent c'est des écolos bobos de salons parisiens, quoi. Qu'ils viennent en fait sur le terrain chez nous, ils verront que c'est autrement différent. Vous êtes justement en campagne. C'est ce qu'on appelle chez nous Bruno les néo-ruraux. Les néo-ruraux. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent de la ville, puis qui tout d'un coup découvrent que la campagne c'est formidable, sauf qu'on entend un coq le matin, que les grenouilles coassent, que de temps en temps il y a un troupeau de vaches sur le chemin et que quand vous êtes pressé, vous devez attendre que le troupeau de vaches soit passé. Ça c'est tout à fait caractéristique. Non, ce que je voulais dire sur l'alarmisme, ce matin il y a deux nouvelles. La première, c'est que l'Agence européenne de l'environnement vient d'annoncer qu'on aurait 1 mètre de plus dans les océans en 2100. Ils sont très forts, hein, mais largement et longuement commenté par M. Canfin. Bon, très bien. Donc là, si on n'a pas peur de ça, c'est effrayant, quoi. On est compte, on va encore se prendre 1 mètre. Bon, sauf que aux Pays-Bas, on sait régler ce problème de l'océan qui monte. On fait des digues, on sait le faire. Et puis l'autre nouvelle, c'est qu'on ferme Fessenheim. Or, moi, on m'explique que Fessenheim, c'est le CO2. Or, le nucléaire, il n'y a pas de CO2. Et on ferme Fessenheim. Donc, ça devient totalement incompréhensible. C'est le côté idéologique de l'approche écologiste. Je suis d'accord pour dire qu'il y a plusieurs formes. Oui. Mais quand même, on se retrouve sur une espèce de philosophie qui voit l'homme comme un prédateur, qui abîme tout, qui est incapable de se maîtriser, qui consomme à tort et à travers, qui achète... C'est Hulot qui disait à la télévision, on achète trop de chemises, il paraît. Et puis quand on fait 3 km, il faut prendre sa bicyclette et pas sa voiture. Tout ça, c'est quand même un peu effrayant. Et vous avez pratiquement tous les jours une nouvelle. Mais c'est quoi, c'est effrayant ou utopique ? C'est complètement... Pourquoi il faut arrêter d'acheter des chemises? Je vous rappelle qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de chemises, et donc ça faisait des cultures de coton, c'était du coton OGM, et puis il y a les fertilisants, il y a tout ce qui est horrible autour de l'agribashing que pratique notre ami Hulot avec beaucoup de passion. Bon, et ça vous alarme, ça vous crée un malaise, et donc vous ne savez plus très bien quoi faire, et en effet, vous vous dites, il y a quand même quelque chose derrière tout ça, c'est une taxe douanière ou c'est une taxe sur la consommation. Et il y a vraiment une approche qui est un peu préoccupante et surtout qui est bloquante pour le progrès, pour l'initiative et pour la croissance. Les écologistes, au fond, je le redis, sont décroissants. Ils le disent, beaucoup le disent. Mais oui, quoi. mais pour être décroissant, c'est le revenu. Ils ne s'en cachent pas, quoi. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent qu'on a beaucoup trop consommé, qu'on consomme trop. Il y a différentes formes d'écologie. Moi, je ne pense pas, par exemple, que lutter contre le gaspillage, éviter la surconsommation,
soient des éléments particulièrement décroissants. Ce sont des éléments de bon sens et qui permettent en effet une évolution de la société qui aille dans le sens de lutter contre les risques qu'on a à l'évidence à l'horizon du siècle en matière de changement climatique. Et donc je pense qu'en réalité, et c'est très enthousiasmant en particulier pour la jeune génération, on est en train, et il faut inventer un nouveau modèle de société où en effet on est un peu plus sobre, où on ne consomme pas à tort et à travers en jetant. Je prends l'exemple de la saleté dans le 15e arrondissement par exemple. La saleté, ça ne va pas du tout. On a un arrondissement et une ville sale. Et on voit bien qu'il n'y a pas non plus de politique de prévention des déchets. Et tout ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique de prévention des déchets, de recyclage, d'économie circulaire, et ensuite de nettoiement, qui encore une fois améliore la qualité de la vie. Oui. Non mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Moi je déteste aussi le gaspillage. Ouais. Je suis dans le monde rural. Allez voir les fermes et vous trouvez, on ne jette rien dans le monde rural. On recycle tout. L'économie circulaire est une invention qui paraît comme ça une grande nouveauté. Dans le monde rural, c'est archi classique. On n'aime pas le gaspillage. Simplement, moi, ce qui me gêne quand les écologistes disent « arrêtez de gaspiller », enfin, moi, je suis aussi capable, comme citoyen, de savoir quand je gaspille et quand je gaspille pas. C'est à moi de savoir. Oui, mais peut-être qu'on a eu un manque d'éducation pendant des années, c'est-à-dire que c'était une course contre la montre pour consommer. Il fallait toujours consommer plus, encouragé par le monde de la publicité, les industriels, etc. Enfin, moi, je connais beaucoup de couches de population où on consomme pas trop, je vous assure. Oui, bien sûr. Et quand on vous dit de pas prendre l'avion, comme on n'a jamais pris l'avion, on dit ça c'est formidable, mais on n'a pas le droit de prendre l'avion. Je vais vous dire, personne ne propose, en tout cas pas moi, de vous interdire de consommer. Vous interdire de consommer ce que vous souhaitez acheter. Personne. En revanche, l'idée que chacun se sente un peu responsable et ait une consommation un peu plus raisonnable et tenant compte en effet des évolutions de la société, ça me paraît assez logique. C'est d'ailleurs, encore une fois, quelque chose qui monte dans la société très fortement. Oui. On a un appel au standard avec Pascal qui nous appelle de Béziers. Bonjour Pascal, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Oui. Bonjour. Je vous appelle parce qu'elle me fait bien rigoler la réflexion de dire que l'écologie c'est aussi l'affaire des maires. Quand vous avez un lotisseur qui, en dépit de zones inondables ou même de l'extension du bâti et des routes, fait que l'étalement urbain, c'est son affaire puisqu'il s'en met plein les poches. Il a les autorisations, vous avez les notaires qui authentifient tout ça et qui n'ont aucune moralité, ils s'en fichent parce que aussi se remplissent les poches. On fait quoi? Et ensuite, je vais vous dire, je suis à Béziers, une des villes les plus pauvres de France. Les gens qui ont faim, vous leur dites quoi là? Oui. C'est vrai. Bien sûr, par rapport en fait aux différents projets de taxes en même temps, c'est ce que vous voulez dire, Pascal. Je veux dire dans la façon de consommer et puis aussi l'aménagement du territoire. On a des logements vacants depuis plus de 10 ans, depuis plus de 20 ans, des immeubles entiers parce que les agents immobiliers attendent pour que ce soit valorisé, pour spéculer. Les autres, ils font de l'étalement urbain. Les maires se disent qu'ils vont ramener des taxes. Vous avez ensuite les gars qui font les routes et les ronds-points qui s'en mettent aussi plein les poches. Donc voilà. Et en attendant, il y a des gens qui ont fait. En attendant, il y a des gens comme moi qui essaient de lutter contre les voisins qui viennent chez vous couper vos arbres. Vous voyez, il y a tout ça, il y a de l'incivilité, et c'est vraiment immoral tout ce qui se passe. Et après, vous allez dire que la majorité des gens doivent faire il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a deux poids deux mesures. Et encore une fois, les maires, non, je suis désolée, non. Non, ils accordent les passe-droits parce qu'il y a les élections, parce qu'il y a machin, il y a mal de choses. Le lotisseur, il est président du club de rugby à Béziers. Donc ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde est un peu lié, et donc à un moment donné, on a ce sentiment de l'écologie, mais après, dans la réalité, c'est autre chose, quoi. Pascal, c'est ça. C'est une affaire de caste sociale. Jérôme Guibert. Non, mais Madame a raison. Jérôme Guibert. Madame a raison, il y a évidemment des intérêts économiques derrière, mais d'où l'importance de bien choisir son maire et ses élus. Parce que c'est quand même, in fine, le maire et les élus qui donnent les autorisations de lotissement,
qui décide par exemple de bétonner tel ou tel secteur à Paris par exemple ou non, c'est quand même, au bout du compte, c'est quand même votre maire et vos élus qui décident de l'urbanisme et de l'aménagement qui va être de votre commune. Et donc, au bout du compte, en effet, il est tout à fait important d'avoir des élus libres, et libres en particulier d'un certain nombre d'intérêts qui, en effet, agissent derrière. Oui, Bruno Durieux. Alors ça, je rejoins tout à fait M. Guibert là-dessus. Les maires ont un rôle très très important. Et de plus, ils sont concrets, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien les problèmes sociaux, ils voient bien les personnes qui souffrent parce que leurs moyens sont étroits, qui ne peuvent pas se déplacer. Moi, j'avais alerté sur la fameuse taxe qui a lancé les Gilets jaunes. Taxe carbone. Oui, c'est une taxe carbone, en effet, parce que j'avais bien senti dans mon village, dans le pays autour, qu'il y avait un véritable malaise. Ces gens ne comprenaient pas. D'ailleurs, sur la taxe carbone que je défends, moi, je la défends à condition qu'on la rende. Et c'est là où l'État ne fait... Enfin, moi, je suis un ancien du ministère des Finances, comme vous le savez. Oui. Bon, mais l'État a tort de vouloir imposer une taxe carbone sans la restituer. À quoi elle sert, cette taxe elle était carbone destinée d'ailleurs à autre chose dans le premier projet. Elle n'était pas vraiment destinée à l'écologie. On s'en souvient. Se noyer dans le budget général de l'État. Non, mais pourquoi ? La taxe carbone, c'est pour renchérir le coût des produits qui contiennent beaucoup de carbone. Bon. Très bien, alors on fait cette taxe, mais il n'y a pas de raison qu'elle reste dans le budget de l'État. On n'a qu'à alléger d'autres taxes, autrement dit, de rendre. Et ça, c'est une thèse que moi j'ai toujours défendue. Et derrière le fait que ça n'apparaît pas, la taxe carbone étant vendue comme une taxe, les gens se disent c'est une arnaque. Ils n'ont pas totalement tort. Moi, sur ce point-là, je vous rejoins. Reconnaissons que le dispositif tel qu'il était imaginé n'était pas tenable et qu'il faut en effet des dispositifs qui soient gagnant-gagnant. Et c'est tout à fait possible. Il faut construire des choses qui permettent à la fois d'orienter en effet l'économie dans un sens contre les gaz à effet de serre et en même temps qui permettent à chacun de s'y retrouver et de faire les investissements et les travaux qu'il doit faire. Donc, mais c'est tout à fait faisable. Oui. Et Pascal, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que pendant des années, on ne sait pas beaucoup... Ah non, mais Pascal n'est plus là. Je voyais que son numéro s'affichait. Non, pendant des années, on ne s'est pas beaucoup soucié finalement de l'écologie en tant que telle dans les villes. Le but, c'était avant tout d'accueillir les populations nouvelles et la démographie galopante. Il y a deux grandes périodes. En fait. Il y a la période qui s'arrête à la fin des 30 Glorieuses, où là, il y a eu... Dans les années 70. Il y a eu objectivement une négligence des questions écologiques. On avait tous les ans un pétrolier qui perdait son pétrole, etc., etc. Bon, ça a totalement changé depuis 20 ou 30 ans. Ça a objectivement totalement changé et c'est une des choses que je reproche à la mouvance écologiste, c'est justement de ne pas reconnaître qu'il y a eu des progrès considérables. En France, il y a eu des progrès considérables sur la biodiversité. L'air de Paris, on n'a jamais aussi bien respiré à Paris. Alors, évidemment, comme on baisse les normes, on vous dit qu'il y a un pic qu'on a dépassé. Mais ce pic, il est la moitié de ce qu'il était il y a 20 ans. Donc, on ne veut pas reconnaître tous les efforts qui sont faits en matière d'écologie. Et du coup, ça décrédibilise un peu les écologistes eux-mêmes. Enfin, quand même. Alors, pourquoi ils ne veulent pas le reconnaître ? C'est parce qu'en fait, il y a quand même un goût pour le catastrophisme prophétique chez les écologistes. C'est clair. Jérôme Guibert. Ouais, ça commence à changer, mais reconnaissant qu'il y a encore beaucoup de chemin. Je prends l'exemple du 15e arrondissement, qui est un des arrondissements le plus denses de Paris, dans une ville qui elle-même est une des capitales la plus dense du monde. Et on continue à bétonner. Et on continue à et on ne fait que commencer à végétaliser. Oui, mais donc on voit bien on avait la ministre ce matin, Emmanuelle Vargon. Justement, je lui posais cette question. Vous êtes pour parce qu'elle se prononçait contre l'étalement urbain, etc. Mais alors je lui dis alors s'il n'y a pas d'étalement urbain, vous êtes pour la densité. Alors, mais elle dit oui, enfin pas trop, mais bon, non mais. Alors, reconnaissons qu'en tout cas à Paris, le problème se pose. Alors peut-être dans un certain nombre de villes où il y a un étalement urbain très important, peut-être qu'en effet il y a un effort à faire. Mais Paris, c'est la même chose. C'est toute l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Voilà. Alors, souvent, on regarde qu'en dessous de sa fenêtre, mais il faut regarder dans la région. Reconnaissons qu'en effet, en Île-de-France, il peut y avoir aussi des nécessités ne serait-ce que pour avoir des transports en commun efficaces, d'éviter des étalements de lotissement. Mais reconnaissons qu'à Paris, par exemple, le problème est inverse. C'est-à-dire, au contraire, on a une situation de surdensité que chacun peut mesurer dans sa vie quotidienne, dans le métro, dans les rues, etc.
Ouais. Et ça, ce n'est pas bon, la surdensité. Parce que quand on écoute certains écolos, ils disent qu'il faut quand même continuer de densifier. C'est un vrai débat entre écologistes et entre ceux qui sont, y compris dans les municipales à Paris, où je pense que le vrai clivage aujourd'hui des municipales à Paris, vous le verrez dans les semaines à venir, c'est ceux qui en effet pensent qu'il faut arrêter cette politique de densification à Paris, et ceux au contraire qui pensent qu'il faut poursuivre ce qui a été fait jusqu'à présent. Ouais. À mon avis, cette question-là, je suis un Parisien un Parisien ordinaire. Oui. C'est plus une question qui relève du confort de vie, de l'agrément de la vie des citadins, que d'une question écologique en soi. Non, parce que les arbres que vous allez planter ou ce que vous allez libérer comme sol, c'est des minuscules puits de carbone. C'est-à-dire que l'effet en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est cosmétique, c'est ce que vous voulez dire. C'est totalement cosmétique. En revanche, je comprends. Moi, j'ai la chance d'habiter une rue où j'ai des arbres. Je suis enchanté de voir les arbres qui perdent leurs feuilles, qui retrouvent au printemps. Excusez-moi, c'est une question majeure pour la raison suivante. C'est qu'il faut s'adapter au changement climatique. On l'a bien vu sur les canicules, y compris à Paris cet été. Et si vous ne faites pas cet effort de végétalisation, d'aération de la ville, vous allez avoir dans 10 ans ou dans 20 ans une ville qui va être irrespirable l'été. Et donc, vous avez une question d'adaptation au changement climatique qui est absolument essentielle et dans laquelle on commence simplement à prendre conscience. Merci à tous les deux. En tout cas, Bruno Durieux, maire de Grignan dans la Drôme, et Géraud Guibert, président de la Fabrique écologique. Et vous êtes aux côtés de Cédric Villani à Paris, dans le 15e arrondissement. Merci. Dans un instant, on va changer de sujet. On va faire un petit tour du monde. Voilà, le tour du monde en 80 jours. Vous avez certainement lu ce roman de Jules Verne. Et ça, c'est en comédie musicale. Dans un instant, nos invités, Guillaume Santou, qui est acteur et interprète, et David Rosen, qui est metteur en scène et producteur, seront avec nous. Il est 9h46, c'est le Grand Matin Sud Radio.